ça, Monsieur Poisson? Vous avez peut-être regardé les images à la télé, vous avez été un peu déçu qu'il y ait quand même assez peu de monde quand même pour un débat qui est important. C'est devenu récurrent qu'il n'y ait pas beaucoup de monde malheureusement dans l'hémicycle de l'Assemblée. Ça ne date pas de ce mandat, c'était déjà vrai les mandats précédents. Un motif de satisfaction, c'est que, comme disaient mes collègues, que ce débat soit tenu. Un motif de regret, sinon une critique. Ce débat marqué par la déclaration du Premier ministre que la France fait partie maintenant des belligérants, et donc ce n'est pas l'article 50 de la Constitution qui fait l'évoquer, mais l'article 35. Mais on y reviendra. À l'ordre. Monsieur Poisson, vous souhaitez l'arrêt des sanctions économiques? Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez l'Ukraine? La France n'est pas l'abandon et pas la soumission, ça je suis heureux de l'entendre. Ce n'est pas non plus la soumission à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Les sanctions économiques, on les poursuit ou pas? Écoutez, moi je ne suis pas du tout convaincu qu'elles servent à quelque chose. J'observe que l'effondrement économique de la Russie, malgré ce que disent les responsables français et européens, ne s'est pas produit. Il y a plus qu'un débat sur ces différentes questions. À qui profitent les sanctions? Il y a un petit chiffre, c'est 6% de PIB en moins pour la Russie. Donc c'est comme la France. C'est pas un effondrement, mais... C'est comme la France. La France ne perd pas 6% dans PIB. C'est ce qu'elle a perdu, en tout cas pour la crise sanitaire au moins. Donc non, je ne suis pas du tout certain que les sanctions ne pénalisent qui que ce soit d'autre que nous. Madame Givernet. C'est la raison pour laquelle je suis plus que divisé sur leur maintien et sur leur utilité. Monsieur Poisson, sanctions en Russie, ça fonctionne, mais du coup, il y a des conséquences en France. Est-ce que vous diriez que, par ricochet, la population française est sanctionnée des sanctions que l'on... C'est ce qu'on va découvrir cet hiver. Et si effectivement le ministre de l'économie et le président de la République en sont réduits à devoir s'exprimer en col roulé, c'est bien que nous avons des sanctions terribles qui pèsent sur nous. C'est un trait d'humour, bien entendu, et d'ironie. Deux choses. Nous réagissons comme si les Russes n'étaient en relation commerciale qu'avec les pays occidentaux. Enfin, que je sache, ils continuent de vendre du gaz et du pétrole à l'Inde. Ils ont renforcé leurs accords commerciaux avec la Chine. L'immense majorité des pays d'Afrique et des pays d'Amérique du Sud refusent d'entrer dans ce régime de sanctions. Donc ne raisonnons pas comme si l'Europe et les États-Unis étaient le monde entier. Les Russes ont beaucoup d'autres partenaires. D'une certaine manière, malheureusement, pour ceux qui souhaitent que le conflit s'entretienne et qu'il dure, ce qui n'est pas mon cas. Oui, mais nous, on porte le débat pas tellement sur un débat économique, c'est un débat sur les valeurs. C'est d'ailleurs ce que doit sans doute rappeler Catherine Colonna, qui est à la tribune. Non, attendez, monsieur, je termine. D'accord. Donc, comme doit sans doute le dire Catherine Colonna, qui est à la tribune, il n'est pas que économique, il est aussi sur les valeurs. On doit peut-être souffrir économiquement pour défendre nos valeurs. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne tout à l'heure. Si la question était les valeurs, nous nous opposerions énergiquement à l'occupation de Chypre par la Turquie depuis 40 ans. Nous aurions manifesté de manière excessive et excessivement énergique contre l'Azerbaïdjan qui envahit l'Arménie, et on continue d'acheter du gaz aux Azerbaïdjanais. On parle des valeurs démocratiques, pas des valeurs chrétiennes et civilisationnelles. Non, mais je vous parle des valeurs, mais ça me dérange pas. Les deux ne sont pas forcément incompatibles. Pas forcément incompatibles, mais j'étais parlementaire comme vous et je suis aussi attaché à la République que vous. Donc si vous voulez bien évacuer cet argument qui n'est pas bon, oubliez-le. Ça n'est pas ça le sujet. D'une certaine manière, je vous prends à vos propres principes. Si effectivement c'est une question de valeur, alors condamner l'Azerbaïdjan, demander à Mme von der Leyen d'arrêter d'acheter du gaz aux Azerbaïdjanais, et puis on verra bien comment l'économie française fonctionne. Une vaste hypocrisie. Je rejoins l'argument d'Aurélien Taché tout à l'heure, tout ça est hypocrite. Olga Givernet, M. Poisson, heureusement que l'Ukraine a eu des armes pour pouvoir résister. Je ne suis pas dans cette dialectique-là. Ce que dit le Premier ministre cet après-midi, c'est clair, ça nous place dans le camp des belligérants. Du point de vue du droit international, il n'y a que deux positions dans un conflit. Soit vous êtes neutre et vous n'y prenez pas part, soit vous prenez parti pour un des deux camps. Là, le parti est clair, il est ancien. Alors, le droit international ne dit pas forcément cela. En tout cas, il y a des interprétations sur le droit. Mais pour vous, livrer les armes, mais ça, c'est pas nouveau, mais pour vous, c'est être belligérant. Écoutez, on livre des armes. Le Premier ministre explique cet après-midi qu'on envoie des militaires sur le sol ukrainien, ce sont des gendarmes. Alors certes, pour essayer de, je crois, trouver des traces ADN pour identifier... Oui, des enquêtes. Très bien, enfin, sont comme des militaires. Pas pour faire la guerre. Pour vous, la France fait la guerre à la Russie. Bien sûr. Mais ce que j'appelle, moi, c'est la cohérence du propos. Et ce que je regrette, c'est qu'aucun de mes collègues députés ne s'insurge contre le fait qu'il y a un débat sans vote, alors que le président de la République a décidé que la France ferait la guerre à l'Ukraine. Il faut donc un vote du Parlement, c'est la Constitution. Et au moins, ça aurait le mérite de la clarté. Je pense que cette espèce d'entre-deux, encore une fois de l'en même temps version deuxième quinquennat, est nuisible pour tout le monde. Elle ne permet à personne de voir clair, et au moins qu'on affiche la couleur. Je comprends bien que déclarer la guerre à la Russie, dans les circonstances où nous sommes, ça compliquerait beaucoup l'exercice, mais qu'au moins ceux qui veulent faire la guerre à la Russie l'assument, le disent tel quel, et au moins sollicitent le Parlement pour que le Parlement... Olga Givernet.
Monsieur Poisson, est-ce qu'on peut faire la paix avec quelqu'un dont on dit qu'il menace le nouvel ordre mondial et qui ne partage pas nos valeurs? Comment on fait la paix pour vous? Je ne sais pas qui de la Chine, des États-Unis, de la Russie ou des autres menace le nouvel ordre mondial, parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi sur cette question qui est un débat un peu annexe. Pour l'instant, on n'est pas en guerre, et nous ne sommes pas en guerre, mais il n'y a pas une guerre entre la Chine et un autre pays de la même façon qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Mais non, sans doute. Enfin, l'agressivité chinoise partout dans le monde sur le plan commercial est quand même aussi extrêmement préoccupante, mais Comment on fait la paix avec Poutine? Premièrement, il n'y a pas de solution pacifique sans revenir aux accords de Minsk I, c'est-à-dire sans accorder d'autonomie aux provinces sur lesquelles, qui sont le motif de ce conflit. Et ça, ces accords ont été signés, y compris par l'Allemagne et la France. Pour vous, ce que propose le Parti socialiste de revenir aux frontières de 1991, c'est pas possible? Je ne sais pas, je sais pas si c'est possible ou pas. Moi, je pense qu'on avance en courant dans un conflit parce que les Américains ont décidé de faire la peau de la Russie. Je pense que, heureusement, malheureusement, j'en sais rien, ils n'y arriveront pas et nous paierons la note. Voilà ce que je vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la Russie ni les États-Unis, c'est la France. Donc il faut la paix. Deuxièmement, il faut la paix en accordant d'autonomie à ces régions. Ils les ont demandé par référendum, on les reconnaît pas. C'était dans les traités de 2014, personne ne l'a inventé. Troisièmement... On ne connaît pas un référendum organisé en temps de guerre. Mais... Non, mais ok, mais en attendant, bien avant le référendum, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes, Français, engagés. Nous sommes engagés car nous sommes signataires des accords de Minsk. Le président Hollande les a signés à l'époque. Donc c'est ça à quoi il faut veiller. Et je pense qu'à chaque fois qu'on remet une pièce dans la machine, on entretient un conflit dont nous serons, nous, les premiers perdants. Il ne faut pas se tromper. Et je suis absolument persuadé que, effectivement, cet aveuglement sur le fait que nous serons les premières victimes de ce conflit est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Éric Dupond-Moretti, puisque vous en parliez et l'évoquiez tout à l'heure, on va se concentrer sur lui. Lui aussi devrait démissionner? Ah, mais il aurait dû depuis longtemps. Il aurait dû depuis longtemps. Il y a des choses qui sont... C'était la jurisprudence Balladur, vous avez... une longue expérience. Oui, dites tout de suite que je suis vieux et que j'ai vécu en effet. Vous avez une longue expérience de l'observation. Mais évidemment, un ministre mis en examen doit s'en aller. Oui, malheureusement, même si nous sommes aujourd'hui, et je suis prêt à entendre ça aussi, c'est un des drames de notre vie démocratique, les réseaux sociaux tiennent le tribunal et n'importe quel tweetos de procureur de la République ou de juge d'instruction. Donc il faut être précautionneux. La différence par rapport à la situation que nous évoquons, c'est que il s'agit là de deux personnes qui sont dans des responsabilités imminentes, l'une qui abarre sur l'ensemble de la hiérarchie judiciaire, c'est quand même pas rien, et l'autre qui est le deuxième personnage de l'État en termes exécutifs, opérationnels. Donc ça n'est pas n'importe qui. Je ne prétends pas que nos collègues soient n'importe qui, c'est pas ce que je veux dire, mais ils n'ont pas de responsabilité d'une même nature, et au titre de ces responsabilités, au moins pour protéger leurs fonctions, ne serait-ce que ça, et protéger l'appareil dont ils ont la responsabilité, ils devraient évidemment se retirer de ça, ou se mettre en congé, j'en sais rien. Renaissance et La République En Marche, autrefois, n'étaient pas avares d'innovation politique en tout genre, ils pourraient bien en trouver une pour satisfaire à cette situation.